Bonjour et bienvenue dans cette introduction au masterclass organisé par Lean Square. Mon nom est Jérémy et ensemble nous allons voir le processus de création d'une stratégie digitale. Mon objectif sera de vous équiper pour atteindre votre objectif de croissance, que vous soyez une start-up, une PME ou une multinationale. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'ai créé un outil de design thinking, le Digital Marketing Canva, que je me suis bricolé en tant qu'entrepreneur pour m'aider dans la réflexion d'une stratégie digitale. Alors, on y reviendra plus tard. J'ai également créé Plunge, qui est une société qui utilise le big data et l'intelligence artificielle pour aider les entreprises à prendre les bonnes décisions. Alors, je suis un millénial de 29 ans et comme tout millénial, j'adore voyager. Alors, c'est vraiment au cours d'un voyage que je vous emmène pour parler et aborder la stratégie digitale, qui est une recherche permanente en fait. Et on va donc embarquer d'abord sur la définition de stratégie, et ensuite nous embarquerons sur la définition du digital. Alors, mon rapport avec le digital s'illustre assez bien finalement avec la métaphore du tsunami. Après 8 ans en tant que marketeur, c'est toujours amusant d'observer toutes les prédictions qui sont faites soit par la presse, soit par toute autre organisation par rapport à tout ce qui est technologique, qu'il s'agisse de big data, qu'il s'agisse de blockchain, qu'il s'agisse d'intelligence artificielle. Il est toujours amusant d'observer les prédictions d'impact par rapport au marché de l'emploi notamment. Il faut bien se dire qu'un tsunami, c'est invisible à sa naissance jusqu'à ce que le tsunami commence à s'écraser sur les terres. À partir de là, il est quasiment trop tard. La meilleure façon finalement pour une entreprise de périr dans ce tsunami, c'est de faire deux choses. La première, c'est de faire ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire s'organiser en silos de manière très cloisonnée entre les départements. La deuxième chose, c'est d'utiliser les données historiques pour valider la naissance de nouveaux business models en utilisant des outils comme le business plan ou des études de marché de manière traditionnelle. Pour comprendre, je vous invite à regarder de plus près de quoi est constitué ce tsunami, cette vague de transformation digitale. Alors, premier déclic que j'ai eu, c'est lorsque j'ai eu pour mission de valider un business, une idée qu'un entrepreneur avait à Los Angeles en 2010. Cet entrepreneur devait en fait valider une idée qui était constituée d'une plateforme web, de coachs sportifs et de nutriments qu'ils envoyaient à leurs utilisateurs. Donc toute cette idée finalement avait un coût de départ, ce qui était le premier problème. Et donc il fallait valider ce business avec un coût de départ qui était trop important. À ce moment-là, je rencontre un entrepreneur qui s'appelle Jason Nazar. Jason Nazar, c'est quelqu'un qui tente de construire une communauté tech à Los Angeles. Et Jason Nazar m'a à ce moment-là dit une chose que j'ai retenue, qui est « You don't have to have the product to sell the product ». Et à ce moment-là, c'était clair. J'étais en train d'essayer de valider une idée sur base d'outils traditionnels comme les études de marché quantitatives et qualitatives qui prennent du temps, qui ont un certain coût, et qui en fait, il suffisait finalement de essayer de valider la proposition de valeur. Ce qu'on a fait, c'est tout simplement créer une landing page avec cette proposition de valeur vers nos prospects, et là, on a observé ce qui se passait. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait un taux de conversion qui était suffisant, c'est-à-dire que les prospects tentaient d'acheter le produit, donc ils cliquaient sur acheter le produit, devenir client, même si derrière, il n'y avait encore rien qui était techniquement en place pour pouvoir aller jusqu'au bout du processus. Mais le plus important, c'est qu'on a eu notre validation qui nous a permis d'aller une étape plus loin. Et donc là, premier déclic, première révélation, c'est la commoditisation du média, de la distribution. Plus tard, je réalise que à peu près tout s'apprend et que l'expertise a tendance à perdre de la valeur. Je m'explique. Aujourd'hui, le contenu est accessible à peu près dans toutes les formes. À un moment donné, quand j'étais amené à passer énormément de temps dans la voiture pour le boulot, eh bien, je me suis mis à écouter énormément d'audiobooks. Ces audiobooks, lorsque vous passez 3 heures dans la voiture, ça veut dire que tous les 3 jours, vous avez terminé un bouquin. Sur un an, ça représente une quantité d'informations importante. Il suffit de regarder les chiffres. Il n'y a pas si longtemps de cela,
un cours à Stanford sur l'intelligence artificielle s'adressait à une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, ce même cours, toutes les années, forme des milliers, des centaines de milliers, parfois même, d'étudiants de partout dans le monde, avec un succès certain dans les pays en voie de développement. Et donc, ça, c'est le deuxième réel déclic, c'est que il y a une commodisation du savoir qui a lieu et forcément un impact également sur la production, et j'y viens tout de suite. Lors d'un voyage récent à Bangalore, dans le cadre du développement du café numérique, je rencontre l'équipe d'organisation sur place qui me fait visiter la ville. Et là, je réalise que dans la ville, il y a un énorme chaos dû à cet essor en très peu de temps de la population, une croissance démographique qui explose et une croissance économique qui explose également. Donc ça a donné une ambiance assez particulière à Bangalore. Et en rencontrant la communauté sur place, je réalise qu'en fait, on peut obtenir de l'expertise très facilement dans toutes les technologies web. En fait, Bangalore, c'est la ville qui a été renommée et surnommée la Silicon Valley de l'Asie, parce qu'il y a une forte concentration de développeurs dans toutes les technologies, et surtout à une fraction du prix. Et donc là, c'est le troisième déclic, c'est commoditisation de la production. Et je réalise un peu plus tard qu'en fait, un journaliste du New York Times, Thomas Friedman, a écrit un bouquin qui s'appelle The World is Flat, où justement il a fait exactement ce même voyage en Inde et où il a fait le même constat. Et donc son bouquin est basé sur cette théorie qui veut que, on vit tous sur la même planète et on a tous accès aux mêmes ressources. Donc, diminution des barrières à l'entrée, mais augmentation de la concurrence. Donc, cette vague, elle est drivée par trois grands constats. Le premier, c'est la commoditisation du média, de la distribution. Le deuxième, c'est la commoditisation du savoir. Et enfin, c'est la commoditisation de la production. Donc ça, c'est le contexte de base. Maintenant, prenons l'exemple d'une industrie qui a connu en premier ce bouleversement de la transformation digitale, à savoir l'industrie musicale. Et l'industrie musicale, prenons un benchmark, par exemple, au fin des années 90, il y a le téléchargement illégal qui devient de plus en plus une monnaie courante, et qu'entre 1999 et 2014, l'industrie musicale a perdu environ 40% de sa valeur. Prenons un autre benchmark, Michael Jackson, c'est à peu près 1 milliard de disques vendus au cours de sa carrière, 150 millions de disques vendus rien qu'avec un album Thriller, et on estime qu'au sommet de sa carrière, c'était à peu près 50% de la musique diffusée dans le monde. C'était donc le leader de l'industrie musicale sur support physique. Maintenant, avec l'apparition de Spotify en 2008, l'industrie a continué à perdre de la valeur jusque 2014. Donc Spotify a réellement surfé sur les nouveaux comportements par rapport à cette industrie et a replacé le client au centre. Et donc cette industrie qui perd de la valeur jusque 2014 renoue avec la croissance à partir de 2015. Et en 2017, on atteint plus ou moins 16 milliards de dollars de valeur de l'industrie et Spotify arrive à en capter 3 milliards. Ça veut dire que c'est près d'un cinquième de l'industrie, sachant que Spotify aujourd'hui n'est toujours pas rentable. Et ce qu'il faut retenir, c'est aussi les effets secondaires. Prenons tous ces artistes indépendants qui ne sont donc pas affiliés aux majors. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de ces artistes, donc c'est vraiment la tendance indie, qui arrivent à vivre de leur travail, à vivre de leur musique, tout simplement parce qu'il y a une commoditisation du média de distribution, en l'occurrence Spotify. Il y a une commoditisation de la production, ils arrivent à produire leur musique eux-mêmes, et il y a une commoditisation du savoir, et ils arrivent effectivement à faire leur marketing par eux-mêmes. On notera également qu'il y a d'autres effets, l'effet Kodak, qui n'a pas survécu à l'appareil photo numérique qu'il a lui-même créé, et on notera également
Netflix face à Blockbuster. Blockbuster qui n'a pas résisté évidemment à Netflix, on connaît la suite. Et donc au fil des années, il y a une réelle remise en question de tous ces leaders de marché face à ces startups qui sont de mieux en mieux financées et de plus en plus solides. Et donc ils n'hésitent pas de plus en plus à se remettre en question face à eux et ils sont de plus en plus pris au sérieux. Tout le monde connaît le jeu au risque, ce jeu de société où il faut essayer de conquérir des continents. Il est très facile en fait de remarquer, et donc j'arrive à la notion de stratégie, il est très facile de remarquer un débutant à ce jeu puisque très rapidement dans la partie il va essayer d'avoir un maximum de pions sur la carte, d'armées sur la carte. Mais au final, il va se faire fracasser par des adversaires qui sont plus expérimentés parce que ce débutant sera faible sur pas mal de points. Et donc là, c'est l'illustration d'une mauvaise stratégie. D'ailleurs, si vous regardez le terme stratégie sur Wikipédia, vous allez retrouver des termes comme conflit, adversaire, politique, etc. Un CEO qui souhaite définir une stratégie pour atteindre un objectif, il va réunir autour de lui les différents directeurs des départements, que ce soit légal, finance, compta, operations, tous les directeurs. Et ces directeurs vont essayer de communiquer entre eux pour se mettre d'accord sur ce qui est à accomplir pour atteindre cet objectif. Et donc là, il va y avoir comme un langage de sourds, je dirais une cacophonie, parce que chacun est sur son île et c'est difficile de commencer à communiquer avec l'autre. Et c'est à ça que le Digital Marketing Canvas répond. C'est à ce problème que cet outil de design thinking va répondre. Il va en fait utiliser un langage commun pour que chacun autour de la table puisse se baser sur des références et parler tout simplement ce même langage. Alors, de quoi est constitué le Digital Marketing Canvas? Il est constitué de 11 cases. Il y a 6 cases qui sont en relation avec ce qu'on appelle les fondamentaux du marketing, que tout le monde peut comprendre. Et il y a 5 autres cases qui sont en relation avec le parcours du client, le fameux Digital Customer Journey. Ici, il repose sur le modèle de David McClure, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, comment fonctionne ce Digital Marketing Canvas? Idéalement, on va rassembler 5 à 6 profils, si possible diversifiés autour de la table. On va utiliser des post-it, une idée, une hypothèse par post-it qu'on va pouvoir déplacer, qu'on va pouvoir enlever. La première phase va consister à générer un maximum de ces idées et la deuxième phase va consister à valider ou éliminer certaines idées, certaines hypothèses, notamment au travers d'outils digitaux qui vont nous permettre de récupérer directement du feedback du marché. Nous en parlerons de manière beaucoup plus détaillée durant le masterclass. Alors, une chose qui est à garder à l'esprit par rapport à ce Digital Marketing Canvas, c'est qu'il ne s'agit pas de le faire une fois et puis c'est terminé. Non, en fait, une stratégie, c'est quelque chose qui évolue et qui s'améliore au fil du temps. Donc, c'est quelque chose qui est à faire régulièrement parce que c'est une recherche constante, tout simplement. Alors, un autre point par rapport à la transformation digitale, c'est l'aspect humain. En fait, avant d'être un problème technologique, la transformation digitale est d'abord un problème RH finalement. Et à cela, il y a notamment une façon d'injecter de l'ADN digital à toutes les couches de la société, qui est le reverse mentorship. En fait, c'est tout simplement le fait de pouvoir mettre en place le senior management en réceptivité aux conseils du personnel qui est plus jeune, des millénials, etc. D'un autre côté, évidemment, le senior management va pouvoir enrichir la discussion de ses insights, de son savoir au fil du temps, de son know-how par rapport à l'industrie. Donc, en fait, le reverse mentorship va vraiment aider à faire évoluer l'entreprise de manière transversale en utilisant le savoir de cette industrie digitale qui bouge très vite. Alors, voici les fondamentaux du marketing, constitués de 6 cases. On va les parcourir ensemble. La proposition de valeur. Lorsque Steve Jobs a présenté la première fois l'iPod au grand public, il n'a pas dit que c'était 1 giga de MP3, non, à la place, il a dit c'est 1000 chansons dans votre poche. 1000 chansons dans votre poche, tout le monde comprend, que ce soit
l'enfant de 5 ans jusqu'à la grand-mère de 99 ans. En fait, c'est ça que vous devez réussir à faire avec votre produit. Vous devez traduire les caractéristiques techniques et les fonctionnalités en avantage pour le client. Proposition de valeur. Ensuite, il y a la mission. La mission répond à la question toute simple qui est de pourquoi je me lève le matin. Quelle est mon activité, je dirais, à court terme. C'est notamment un élément qui devient de plus important, notamment pour les millénials qui sont en recherche de sens et de valeur. Ensuite, après une journée de travail, je rentre chez moi, il est tard, je regarde le ciel, je regarde les étoiles, et là je commence à rêvasser, et je me dis, qu'est-ce que je vais faire dans 3, 5, 10 ans? Donc, la vision consiste à répondre à la question finalement de la mission, mais sur un horizon plus lointain. Qu'est-ce que je veux accomplir dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Pour une startup, c'est un élément qui est clé, qui est super important, parce que quand on est une startup, on dispose de pas grand-chose, et c'était important quelque part de vendre un rêve pour alimenter le storytelling et pouvoir embarquer tout type de partenaires, que ce soit des clients, mais aussi des investisseurs, des journalistes, etc. C'est néanmoins également important pour les plus grosses structures qui subissent les effets de la transformation digitale, puisque bien, à ce moment-là, il y a de plus en plus d'employés en général qui se posent des questions sur leur fonction, leur rôle dans la société. Et donc, il était important de pouvoir planter un drapeau et dire on va vers là, voici ce qu'on veut accomplir. Et ici, un exemple assez frappant, celui de Philip Morris, fabricant de cigarettes, qui affiche sur sa homepage Designing a Smoke-Free Future. Donc, on veut concevoir un monde sans cigarettes. Venant d'un Philip Morris, c'est vraiment quelque chose d'assez frappant, mais néanmoins très clair. Si je vous montre ces petites boulettes saucées, à quoi pensez-vous? Si je vous montre cette dispute de couple, à quoi pensez-vous? Ce drapeau, ce meuble, vous pensez bien sûr à Ikea. En fait, une marque, c'est à la fois des éléments rationnels, mais aussi et surtout des éléments émotionnels. Et donc, dans cette case du Canva, vous allez vraiment générer ce qui vous vient à l'esprit par rapport à une marque en particulier quand on vous la cite. Ensuite, il y a la case Target Audience. Là, ce sont vos audiences. Alors, bien sûr, vous allez définir vos audiences. Et ce qui est important de prendre en compte, c'est aussi tous les intérêts de ces audiences. Parce que vous allez pouvoir communiquer sur des sujets communs, d'intérêts communs. Donc vous allez prendre vraiment l'intersection entre votre marque et vos clients et pouvoir vraiment opérer comme un média finalement par rapport à ces différents sujets. Prenons un exemple, je suis une agence immobilière et j'ai des biens à vendre dans plusieurs villes. Une idée pertinente par rapport à la vente et à ce que vous allez raconter pour pouvoir vendre ces différents biens immobiliers, c'est de parler des quartiers. Parce que le critère, on le sait tous, le critère numéro 1 pour vendre un bien immobilier, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement, c'est l'emplacement. Et donc vous allez pouvoir parler du quartier, mais et surtout en utilisant et en découvrant quels sont les lieux intéressants dans ce quartier, en utilisant le plus grand fournisseur de données au monde, à savoir Facebook, qui met à disposition son Social Open Graph à toutes les entreprises, à tous les marketeurs, pour pouvoir finalement comprendre quels sont les points d'intérêt par rapport à votre cible. Et donc là, vous allez pouvoir, par exemple, déceler quels sont les commerces intéressants dans un quartier, les commodités, les écoles, etc. Et pourquoi pas même les personnalités qui ont quelque chose d'intéressant à raconter par rapport à ce quartier. Ensuite, il y a le marché. Il est facile de se faire dépasser par le marché, que ce soit au niveau de la concurrence, des nouvelles technologies, des nouvelles compétences à acquérir, de toute nouvelle sorte de menaces, par exemple des nouvelles réglementations, GDPR, etc. Il est facile de se laisser dépasser et très rapidement. Donc, de plus en plus, les entreprises doivent s'équiper en données, en temps réel, par rapport à ce marché, afin de pouvoir prendre des décisions de manière très rapide et faire preuve d'énormément de vélocité. C'est notamment à ça que Plunge s'attaque, c'est de pouvoir rendre ces données utilisables par les sociétés en utilisant donc le big data et l'intelligence artificielle. Et donc là, vous allez pouvoir faire preuve à la fois de données très factuelles et aussi
de votre intuition pour être très rapide. Nous avons abordé les marketing fondamentaux. Abordons maintenant la partie client, son parcours au niveau digital. Et nous sommes dans le voyage, donc j'ai choisi l'exemple Airbnb pour aborder ces 5 étapes. Première étape, c'est pouvoir diriger un maximum de trafic sur votre site, sur votre plateforme, sur votre application. Un exemple très connu, notamment dans la communauté des growth hackers, c'est lorsque au début Airbnb a essayé de générer du trafic en proposant de manière automatique à tous ces nouveaux utilisateurs de poster également leurs annonces sur le plus grand site d'annonces qui existait à l'époque, à savoir Craigslist. Et donc, ces annonces redirigeaient également vers le site Airbnb et ainsi Airbnb a pu acquérir très très rapidement des nouveaux utilisateurs sur le dos d'une autre plateforme. C'est un exemple de growth hacking, mais il existe plein de canaux pour générer du trafic, que ce soit l'emailing, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le référencement gratuit, naturel ou payant, ou que ce soit des moyens beaucoup plus traditionnels comme la radio ou la télévision. Un autre exemple bien connu d'activation cette fois pour Airbnb, c'est lorsqu'ils se sont rendus compte que des photos qui étaient prises par des professionnels convertissaient 3 fois plus que des photos qui étaient prises par leurs utilisateurs lambda. Et donc à partir de ce moment-là, Airbnb s'est dit on va fournir le service gratuitement de photographes professionnels pour aller prendre les clichés des différentes maisons ou appartements, différentes pièces, pour faire comprendre notre proposition de valeur. Alors, il est très facile de s'y perdre parmi toutes les idées qu'on aura générées sur le Canva. Donc, il est très facile aussi de s'y retrouver d'un moyen assez simple, assez binaire. D'un côté, vous avez bien la partie plus court-termiste qui est d'acquérir des utilisateurs. Et sur la partie de droite, vous avez la partie plus long terme qui est de retenir l'utilisateur et de driver l'usage et de faire en sorte que l'utilisateur revienne sur votre site, sur votre plateforme. Entre les deux, vous avez la proposition de valeur. Donc si l'utilisateur passe de gauche à droite, ça veut dire qu'il a été convaincu par votre proposition de valeur et vous pouvez commencer à construire autour de cela. Une autre étape, c'est au moment où la personne a compris votre proposition de valeur, il est temps de faire en sorte que cette personne, ce prospect, passe à l'action. Et un bon moyen de passer à l'action, c'est en travaillant sur la transaction, sur le moment, sur le pricing. Si vous n'avez pas encore de modèle, de business model, je vous invite à retourner alors sur le BMC, le business model Canva d'Alexander Osselwalder, et de refaire un exercice par rapport à cela. Donc là, vous allez vraiment générer tout ce qui peut faciliter la transaction. D'ailleurs, Airbnb a amélioré son business model en ajoutant du cross-sell et surtout de l'upsell via notamment des activités que vous pouvez réserver dans une ville ou via la possibilité également de réserver des restaurants qui s'appellent également expérience. Alors, la case rétention, une case très importante qui a tendance à être négligée. Vous allez voir d'ailleurs que c'est voulu sur le Canva, elle est plus large que les autres. D'ailleurs, elle a été négligée également par Airbnb au début. Ils ont eu à un moment donné pas mal d'appartements ou de maisons qui étaient saccagés par certains utilisateurs négligents. Et à ça, ils ont eu des retours dans la presse qui a valu une mauvaise publicité et donc un churn d'une partie de leurs utilisateurs. Une manière de contrer ça, c'était de faire un deal avec un assureur et de proposer une protection jusqu'à 1 million de dollars pour les biens qui étaient mis sur la plateforme Airbnb. Et donc ça, c'est un excellent moyen de contrer et de retenir surtout les utilisateurs dans la plateforme Airbnb. Alors pour vous, il y a également des mécanismes qui sont tout simples et facilement implémentables, comme de calculer ce qu'on appelle le Net Promoter Score, qui répond en fait à la question suivante de savoir est-ce que vous seriez prêt à recommander ce produit à un collègue ou à un ami. Et donc, l'utilisateur va pouvoir répondre sur une échelle de 0 à 10. De 0 à 6, l'utilisateur est plutôt un détracteur. De 7 à 8, il va plutôt être neutre. Et de 8 à 10,
l'utilisateur est un fan et va pouvoir promouvoir. Donc une fois que vous avez posé cette question-là, vous allez pouvoir identifier les différentes catégories d'utilisateurs. Évidemment, si c'est des détracteurs, il va falloir sans doute travailler le support client ou améliorer le produit ou améliorer le pricing. Si ils sont par contre plutôt fans de votre produit, alors il va falloir plutôt taper sur le clou. Et donc, vous allez pouvoir utiliser ces fans que vous avez identifiés pour mettre en place des mécanismes de parrainage. Parce que vous avez deux façons de faire croître votre base client, soit sur le dos d'une plateforme, les réseaux sociaux, etc., soit sur le dos de votre propre client, en utilisant donc des mécanismes de parrainage. Idéalement, vous allez utiliser des récompenses à la fois pour le parrain et le parrainé pour mettre en place ce mécanisme de viralité. Un exemple aussi, c'est que vous allez pouvoir, à partir de ce moment-là, essayer d'analyser le parcours émotionnel de chaque utilisateur pour identifier les bons moments où vous allez leur envoyer un message qui va susciter le parrainage. Et donc, idéalement, vous allez identifier les moments de satisfaction et de surprise sur le parcours client. Airbnb a notamment fait ça, envoyer des fleurs à ses utilisateurs influents à leur inscription, donc en leur envoyant des fleurs afin de promouvoir la plateforme. Voilà, vous avez eu un aperçu sur le processus de conception de stratégie digitale. Il faut savoir qu'évidemment le marketing devient de plus en plus complexe et de plus en plus cher pour les entreprises, surtout dans des périodes de transformation. Le but du jeu, c'est quand même d'essayer de simplifier ces concepts, d'avoir une vue hélicoptère et de mettre en place petit à petit des tests afin de valider vos hypothèses. Je vous invite à me rejoindre lors du masterclass pour aller un peu plus loin dans ces idées, dans vos questions, dans des cas pratiques par rapport à votre projet. Si vous avez apprécié le Digital Marketing Canvas, je vous invite à le télécharger gratuitement sur le site digitalmarketingcanvas.co ou de l'utiliser virtuellement sur la plateforme Tozit. Voilà, si vous avez apprécié également la vidéo, je vous invite à la partager, mettre un pouce et je vous dis à bientôt. Ciao.